Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le week-end bientôt pour tout le monde, ou c'est déjà peut-être le week-end pour certains, en tout cas ça sera un très bon week-end, et vous savez pourquoi? Parce que le Barça joue contre la Real Sociedad. Avant match, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est un très beau match qui va se dérouler ce week-end. La Sociedad, on l'a vu, c'est une très belle équipe. On a déjà vu par le passé, on le sait. Mais on les a vus jouer contre le Real Madrid là en milieu de semaine pour la demi-finale de Coupe d'Espagne. Ils n'ont pas à rougir, on va dire, de leur père. Franchement, c'est pas passé loin, on va dire. Ils ont perdu 1-0 contre le Real, mais ils méritaient peut-être un petit peu mieux. Quand on voit à quel point ils ont un peu dominé, on va dire. Ils ont été un petit peu, je sais pas si on peut dire qu'ils étaient au-dessus du Real, mais en soi, quand on regarde un peu les actions dangereuses, ils ont été quand même assez dangereux pendant tout le match. Le problème, c'est qu'ils ont quand même un petit manque d'efficacité, mais on va voir tout ça un petit peu après. Concernant le Barça, on sort d'un gros match spectaculaire contre l'Atlético Madrid 4-4. Est-ce que les supporters s'en sont remis? Je ne sais pas. Est-ce que les joueurs s'en sont remis aussi? Je ne sais pas, je l'espère, parce que là il va y avoir quand même un sacré enchaînement de matchs. Quand on regarde un petit peu le calendrier, on a vu déjà qu'on avait l'Atlético Madrid qui est un sacré morceau. Dans la semaine, là on a donc la Real Sociedad, mercredi Benfica, ensuite Osasuna. Encore une fois à domicile quand même, on enchaîne Real Sociedad et Osasuna à domicile. Les deux matchs. Derrière, il y a Benfica, encore une fois le match retour de Ligue des Champions, cette fois-ci encore à domicile aussi. Et après, on finit donc juste avant la trêve, c'est une trêve en mars, le 16 mars, on a un match contre l'Atlético Madrid, puis après, au retour de cette trêve, on jouera contre Girone et le match retour contre l'Atlético et le Betis Séville. Bref, il y a quand même pas mal de matchs assez compliqués, on va dire, ou en tout cas potentiellement des matchs qui peuvent être un petit peu dangereux dans la course au titre, en Ligue des Champions ou même en Coupe d'Espagne. Il y a quand même des gros matchs, on va dire, dans l'ensemble. Et donc ces matchs-là s'enchaînent tous les 3-4 jours jusqu'à la trêve, qui est donc le 17 mars, et on enchaîne avec 2 semaines de trêve. Donc il n'y a pas vraiment de moment, on va dire, pour se reposer, même si là, franchement, on a joué mardi et on joue dimanche, donc ce match-là en plein milieu de l'après-midi, pas ouf, mais ça laisse quand même pas mal de temps pour se reposer un petit peu, pour reprendre des forces. De mardi jusqu'à dimanche, ça va. On pourra compter aussi sur le retour de Christensen. On en a vu ça là dans la semaine. Christensen qui a reçu le feu vert médical, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense pas qu'il soit titulaire, je sais même pas s'il va jouer une seule minute. Il va falloir bien gérer son retour, parce qu'on sait que la dernière fois qu'il est revenu, il est même pas revenu, qu'il s'est reblessé je crois à l'entraînement, donc compliqué. Christensen, on sait que c'est assez délicat physiquement, il n'y a pas que lui, mais voilà, ça reste un défenseur qui est assez intéressant et qui pourrait très bien s'adapter au football de Flick, C'est un défenseur qui sait très bien relancer, un défenseur qui est plutôt bon dans les duels aériens, assez agressif quand il faut l'être. Et voilà, comme je l'ai dit, qui est plutôt à l'aise balle au pied. On l'a vu la saison dernière, qui a quand même pu jouer au milieu de terrain, sachant que c'est pas un joueur qui a forcément l'habitude de faire ça. En tout cas, c'est un grand gabarit, mais quand même, il arrivait à s'en sortir un petit peu au milieu, même si c'était pas la folie, mais voilà. Donc un choix, une solution, une option de plus pour Flick en défense. Après le retour de Ronald, on sait que Ronald en ce moment c'est un peu compliqué pour lui. Il joue pas beaucoup de minutes, très peu de temps de jeu pour Araujo. Est-ce que c'est sportif ou pas? Je pense que oui. En soi, je pense que c'est en termes de profil. Je pense que Flick préfère quand même d'avoir des défenseurs comme Cubarsí et Inigo Martinez, voire même Eric Garcia, qui, même s'ils n'ont pas le physique de Ronald, ils peuvent très bien s'en sortir dans les duels en termes d'agressivité. Ils vont mettre l'agressivité qu'il faut pour compenser, on va dire, ce manque de puissance physique. On l'a vu avec Cubarsí, tout ça, ou Inigo. Garcia, c'est un peu plus compliqué les duels, on va pas dire le contraire. Mais en termes de relance et de jeu avec ballon, quand on a la possession, c'est des défenseurs qui t'avantagent vachement. Alors qu'un Ronald, c'est un défenseur, on l'a vu à plusieurs reprises. Disons que c'est plus un poids, on va dire, parce qu'il est lourd, il est lent, il n'est pas toujours précis dans ses passes, donc forcément, quand tu as le ballon, ça t'avantage pas. Et pourquoi on parle de ça? On parle de ça parce que ce week-end, on joue contre la Real Sociedad, et la Real Sociedad, c'est une des équipes qui pressent. C'est eux qui sont les limites les plus dérangeants, on va dire, dans le pressing. Il y avait le Rayo Vallecano la dernière fois aussi, contre qui on avait joué, on a eu beaucoup de mal, qui presse très bien, mais la Real Sociedad, c'est quand même, je sais pas si c'est mieux encore, mais c'est une équipe qui presse très très bien et qui nous pose souvent des problèmes. Ils ont un pressing assez de qualité, on va dire, assez agressif, mais surtout très haut sur le terrain, qui t'empêche de ressortir les ballons, et qui vont en tout cas gêner un maximum les sorties de balles des défenseurs. Donc on va avoir besoin de joueurs
en défense qui savent vraiment relancer, où la qualité balle au pied prime sur le reste. Je vais vous afficher un petit graphique là à l'écran, c'est magnifique. Un petit graphique qui compare donc la Real Sociedad avec le Barça de cette saison. Donc on voit quand même qu'il y a une grosse différence entre le Barça et la Sociedad. Le Barça qui est assez bon dans tout, que ça soit pressing, physique, défense, contre-attaque, possession, le nombre d'attaques on va dire dangereuses et le nombre de buts. Et on voit donc dans deux domaines où la Real Sociedad fait tout aussi bien que nous, voire peut-être un petit peu mieux, c'est la défense et le pressing. Donc le pressing, le Barça c'est le top du top. Si vous voyez un petit peu les chiffres, je sais pas si vous voyez bien, mais au-dessus du graphique là, il y a des chiffres en pourcentage. Donc plus tu arrives à 100%, plus t'es au top du top. Et le Barça, en termes de pressing, on est à 99,2. Donc autant dire qu'on peut pas faire beaucoup mieux dans le pressing. La Real Sociedad, ils sont à 98,5 en termes de pressing. Donc c'est quand même assez proche de nous, ce qui veut dire que c'est une équipe qui presse évidemment très bien. Et en termes de défense, donc la défense, ça va être les tacles réussis, les dégagements, les choses comme ça, tout ce qui concerne un petit peu la défense. Et on voit que la Real Sociedad, ils sont à 87%, alors que nous on est à 85,9%. Donc il y a un léger avantage pour la Sociedad qui est peut-être un petit peu plus forte que nous, on va dire, mais tout ça, encore une fois, les graphiques, c'est bien beau de les lire, mais il faut aussi les mettre dans le contexte. C'est-à-dire que quand on regarde la possession, par exemple, on voit que la Sociedad a moins de possession que nous. Ce qui veut dire que ils subissent peut-être plus d'actions que nous, donc ils ont l'occasion de faire plus de tacles, plus de dégagements que nous. Ce qui veut dire que c'est pour ça aussi peut-être qu'ils ont un meilleur chiffre en défense que nous, parce qu'ils subissent plus. Bref, tout ça c'est assez logique. On voit aussi en termes d'attaque et en termes de buts, surtout les buts, c'est très faible. La Real Sociedad, c'est une équipe qui marque pas énormément de buts. En Liga, c'est 23 buts en 25 matchs, la Sociedad, et c'est quand même 23 buts encaissés aussi. Donc, ils encaissent un but en moyenne par match et ils marquent en moyenne un but par match. Donc, c'est vraiment, disons, assez équilibré entre l'attaque et la défense. Alors, c'est toujours bien d'encaisser un petit peu moins de buts que ton nombre de matchs, mais quand il s'agit de mettre des buts, c'est un peu plus délicat, c'est vrai. Mais quand on regarde un peu cette équipe de la Real Sociedad, ça m'étonne pas forcément parce qu'il n'y a pas forcément de ce numéro 9 là. Cet attaquant qui va vraiment un peu porter son équipe et stater, disons. C'est une équipe qui tient bien le ballon avec pas mal de techniciens, des joueurs intéressants. Techniquement, ils sont très agréables à voir jouer. C'est une équipe qui est très agréable aussi à voir jouer, qui produit un beau football. Mais quand il s'agit de marquer, c'est vrai que la Sociedad, c'est pas une équipe qui va claquer énormément de buts, ça c'est sûr. Donc quand on voit ce petit graphique-là, évidemment, on peut se dire que le Barça est largement favori. Mais on sait bien que la dernière fois qu'on a affronté la Real Sociedad, eh bien on a perdu. Ce match-là, c'était à l'extérieur, on avait perdu 1-0, donc encore une fois, un match avec très peu de buts. Le Real Madrid qui a gagné 1-0 contre la Sociedad. On voit que dans certains matchs comme ça, alors c'est peut-être pas le cas dans tous les matchs évidemment, mais dans les gros matchs comme ça, la Real Sociedad, y a pas beaucoup de buts dans les matchs, quoi. C'est des matchs assez tranquilles en termes de buts. On est loin du 4-4 contre l'Atlético Madrid. Donc est-ce que ce match-là de ce week-end sera différent? Est-ce qu'ils vont rajouter un pied à Lewandowski pour un hors-jeu? Parce que rappelons-nous que la dernière fois, c'était ça qui s'était passé, hein. On avait marqué un premier but qui avait été annulé. Ils avaient pris le pied du défenseur de la Sociedad pour dire que c'était le pied de Lewandowski. Bref, on savait rire à l'époque. Espérons qu'on ait un peu moins d'humour peut-être ce week-end et que ça soit un peu plus sérieux quand même. Ça serait pas mal. Maintenant, les interrogations par rapport à ce match-là et un peu la suite, c'est que faire? Que faire en attaque? Que faire au milieu? On a vu que récemment, De Jong était rentré dans le 11 pour jouer en tant que 6, qu'il avait pris la place de Casado pour apporter certaines qualités que De Jong a, c'est-à-dire les sorties de balles, la qualité technique pour se défaire d'un pressing, qui est toujours... il est un peu au-dessus d'un Casado, évidemment. Casado est moins à l'aise techniquement que De Jong. Ça, c'est clair. C'est pas le même profil de joueur. Donc avec une équipe comme ça qui presse énormément haut, on va dire, qui va énormément te gêner dans le pressing, est-ce que tu vas avoir besoin d'un De Jong ou est-ce que tu vas avoir besoin d'un Casado? Et l'autre question, c'est est-ce que tu as besoin des deux aussi? On peut se poser cette question. Est-ce qu'on va mettre un joueur comme Dani Olmo titulaire? La dernière fois qu'il a joué titulaire, il a joué au milieu de terrain et il a eu un peu de mal. Contre l'Atlético Madrid, c'était pas le meilleur match de la saison pour lui. Est-ce que, c'est pareil, hein, est-ce qu'on doit le remettre titulaire et qu'il enchaîne les minutes et les matchs? Est-ce que c'est possible ou pas physiquement pour lui? Est-ce qu'il faut plus le mettre un petit peu, au repos
pour le garder en forme, par exemple contre Benfica. On sait que Dani Olmo, ça peut être un joueur déterminant, un joueur vraiment différentiel, important pour l'équipe, mais maintenant il faut savoir le gérer un petit peu pour pas qu'il se blesse et qu'il reparte encore pour 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de blessure, tout simplement. Donc est-ce que si Dani Olmo joue, est-ce qu'il va jouer au milieu, est-ce qu'il va jouer en faux neuf? On n'a pas revu Dani Olmo en faux neuf, ça fait un petit moment. C'est Ferran Torres qui a été préféré à Lewandowski contre l'Atlético Madrid. Je pense que Lewandowski en plus qui est rentré, qui a marqué, certes c'était un but pas très compliqué à mettre, mais en tout cas il était là, comme on l'a dit dans le débrief, il était là où il fallait, quand il fallait, et il a marqué. Donc Lewandowski qui se repose un match, généralement il passe pas 2 matchs d'affilée sur le banc, donc Lewandowski on devrait le revoir titulaire ce week-end, je pense, contre la Sociedad. Maintenant il y a Lamine Yamal et Rafinha, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités dans la rotation de joueurs. On a vu contre l'Atlético aussi Fermin qui est rentré à la place de Rafinha sur l'aile gauche, c'était pas la folie. Enfin, Rafinha, je sais plus s'il est sorti ou s'il est passé à droite, je me souviens plus là comme ça. Mais on a vu que Fermin, bon, sa rentrée n'était pas phénoménale. Après, c'est encore une fois, faut le voir au niveau du contexte. On avait besoin à ce moment-là de joueurs de contrôle et non pas de joueurs qui te mettent un peu le feu au match, tu vois, qui vont jouer très direct, prendre des risques, tout ça. On a besoin plus de joueurs de contrôle. Et voilà, là, est-ce qu'on a besoin de joueurs de contrôle ou est-ce qu'on a besoin de joueurs qui vont faire la différence, attaquer, vraiment être très offensifs? Moi, je pense qu'on a besoin un peu des deux. Je pense qu'on a besoin de joueurs qui savent quand même faire garder le ballon. Évidemment, quand tu as un pressing très agressif de la part de la Sociedad, en l'occurrence d'une équipe comme ça, tu as besoin de joueurs qui vont techniquement être au-dessus pour éviter un maximum de pertes de balles, mais tu as aussi besoin de joueurs qui sont assez directs et qui vont attaquer l'espace dans le dos de la défense. On sait que la Real Sociedad, c'est une équipe qui joue très haut sur le terrain, donc il y aura forcément des espaces, plus d'espace que contre l'Atlético Madrid qui a posé le bus. Concrètement, ils sont venus ici, ils ont marqué leurs 2 buts, mais constamment ça posait le bus et ça joue en contre-attaque. On l'a vu sur le graphique au début, la Real Sociedad, c'est pas une équipe qui joue en contre-attaque, pas du tout. C'est une équipe qui a le ballon, c'est une équipe qui va presser quand l'autre équipe va faire les 6 mètres avec le gardien, on va jouer court. C'est une équipe où tu vas avoir tout le bloc qui va être à l'entrée de notre surface, prêt à bondir sur nous pour nous mettre le pressing. Donc est-ce qu'on va devoir jouer des fois des longs ballons devant? C'est possible. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de Robert Lewandowski en point d'appui devant, justement jouer ces duels-là avec les défenseurs adverses. On a vu aussi en termes de défense, on sait que les défenseurs de la Sociedad, je pense qu'ils réussissent quand même pas mal de duels, tout ça. Mais en termes de physique, quand même, le Barça est au-dessus. On l'a vu aussi dans le graphique. Dans le domaine du physique, c'est-à-dire les duels au sol, les duels aériens, le Barça est quand même un peu au-dessus de la Sociedad. C'est dû aussi probablement au milieu de terrain de la Sociedad, qui sont des milieux de terrain qui sont pas forcément très costauds, on va dire. C'est surtout les défenseurs centraux où il va y avoir du physique, mais tout le reste, la Sociedad, ça reste une équipe où il y a des plus petits gabarits, quoi. Donc sans plus tarder, on va passer à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de dimanche contre la Sociedad. Koundé en défense, Cubarsí, Inigo, Baldé, défense classique. Frenkie, Pedri, Fermin au milieu, Lamine, Lewandowski et Rafinha en attaque. Donc oui, les joueurs enchaînent, hein. Certains jouent beaucoup, Rafinha, Lamine Yamal, Pedri. Koundé aussi, Baldé, qui joue beaucoup, voilà, hein, tout le monde en vrai. Là où j'ai eu une grosse hésitation, c'est avec Fermin Lopez. Au début, j'étais parti sur un milieu Casado, Frenkie, Pedri. Je trouvais ça assez intéressant d'avoir ce contrôle-là, d'avoir un joueur comme Casado aussi qui peut vraiment être agressif dans le pressing. Et puis j'aimerais bien voir ce milieu-là aussi, un de ces 4, voir ce que ça donne, tout simplement. Donc je trouve que Casado en ce moment mérite un petit peu de jouer, hein. Il a fait des bonnes rentrées la dernière fois, tout ça, et c'est un petit peu dommage. Mais comme je l'ai dit, par rapport au contexte du match et par rapport à ce que nous montre Hansi Flick depuis certains matchs, c'est un mélange des deux, quoi. Je me dis que d'un côté, Frenkie devrait être titulaire, d'après ce que fait le coach. Je me mets un peu à sa place et je me dis que je pense qu'il va le mettre titulaire. Mais d'un côté, comme je vous ai dit, la Real Sociedad, c'est une équipe qui va presser très haut et très fort. Et je pense qu'on aura besoin potentiellement d'un De Jong ici, tout simplement, d'avoir sa qualité balle au pied. Maintenant, espérons qu'il soit évidemment dans un grand jour et qu'il fasse un bon match. Mais voilà. Et puis après, pourquoi Fermin ici ?
parce que oui, on aurait pu mettre Casado et Frenkie vient aider aux sorties de balle, et Casado est quand même là pour aider à presser, à apporter son agressivité, on va dire, à la récupération. Mais Pedri, c'est pas un joueur qui se projette vers l'avant. Pedri, c'est un joueur qui aime bien faire le jeu, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu, hein, qui est un peu partout, qui est là à la construction assez bas, qui est un peu plus haut, tout ça. Mais Pedri, c'est pas un joueur qui fait ses appels dans la profondeur, et comme je l'ai dit, je pense qu'on va avoir besoin de joueurs aussi qui font des appels dans le dos de la défense. Et c'est pour ça que j'ai mis Fermin au milieu. Il y a toujours Rafinha devant qui peut le faire, mais s'il n'y a que Rafinha qui le fait, ça va être complexe. Sachant que Lewandowski, il le fait, mais c'est pas pareil. C'est pas des appels tranchants, et puis la plupart du temps, il revient un peu demander dans les pieds. La dernière fois qu'il a fait un match comme ça, où il venait chercher le ballon dans les pieds, enfin la dernière fois qu'il a été titulaire, il a été quand même assez mauvais, et il est passé complètement à côté du match. Puis il nous a vraiment pas aidé. Pour moi, c'était vraiment un match assez catastrophique dans le jeu. Puis à la finition, on l'a pas forcément trouvé, donc voilà, c'était compliqué. Mais je demande à voir, hein, de toute façon, là, ça reste un joueur qui est titulaire, c'est Lewandowski, quoi. Je pense qu'après le match de Ferran, là contre l'Atlético Madrid, je pense pas qu'on va le revoir titulaire comme ça. Il pourra rentrer en cours de match pour faire souffler des joueurs, il n'y a pas de problème, mais titulaire, je n'y crois pas. Et Dani Olmo, oui, en x9, j'aimerais beaucoup voir Dani Olmo, sauf que actuellement, là, il y a le match contre Benfica qui arrive, et je vois mal Olmo enchaîner là après le match contre l'Atlético. Je pense qu'il va y avoir quand même une petite rotation pour lui, et je pense qu'il devrait rentrer quand même en cours de match, soit prendre la place de Fermin, soit Lewandowski, mais je pense plutôt Fermin. On peut pas dire que Fermin soit très en forme non plus, parce que là, sa dernière entrée était pas phénoménale. Le match d'avant, il avait été titulaire, si je ne m'abuse, et il avait été plutôt mauvais. En soi, il était sorti à la mi-temps, donc compliqué. C'est sûr que en ce moment, Fermin, il a un petit coup de moins bien. Enfin, il avait eu vraiment un moment où il était très, très bon sur quelques matchs. Là, c'est un petit peu moins bien en ce moment, mais je pense toujours qu'il est capable de faire des choses. Je pense juste qu'il faut lui garder un petit peu la confiance. Mais voilà, je partirai quand même avec Fermin pour, en termes d'animation, avoir un joueur qui, de ce côté-là, parce qu'on sait que Lamine ne fait pas forcément les appels dans le dos, il vient plus pied et c'est lui qui fait les passes. Donc avoir un Fermin qui part comme ça dans le demi-espace, et parfois dans l'axe aussi, si Lewandowski vient chercher, on a Rafinha et Fermin qui plongent dans le dos de Lewandowski. Donc après, Lewandowski peut retrouver Pedri face au jeu, et Pedri peut envoyer dans le dos pour Rafinha et Fermin. Baldé prendre le couloir, classique. De Jong, assez actif, on va dire, c'est lui qui viendra un petit peu sortir les ballons dans cette zone-là, en espérant qu'il ne redescende pas trop bas s'il n'y a pas besoin, évidemment. Mais il viendra se placer quand on a le ballon, on sera presque en double pivot, et je pense qu'on sera presque comme ça, avec quelque chose, un truc dans le genre. Fermin et Rafinha dans les demi-espaces, et donc Baldé dans le couloir, Lamine dans le couloir, avec un truc comme ça, un Koundé un peu plus haut. Évidemment, c'est toujours Koundé un peu plus haut, parce qu'il peut de temps en temps déborder, de temps en temps aider Lamine Yamal, le libérer, tout ça, s'il y a une prise à deux sur Lamine. Mais ça reste un latéral qui est quand même un peu plus bas que Baldé. Baldé doit prendre le couloir. Là, le couloir, on l'a déjà dit, mais c'est Lamine Yamal qui l'occupe. Donc Koundé n'a pas besoin d'occuper le couloir en soi. Si on faisait autrement, si on faisait un truc comme ça, et si on jouait avec un 10 par exemple, ce qui n'est pas le cas, et que Lamine rentrait dans l'axe, ce qu'il fait des fois, hein, évidemment, là Koundé prendrait le couloir. Et on aurait une équipe comme ça. Ou alors, à la limite, quelque chose comme ça. Avec un 6 qui reste beaucoup plus bas, un double pivot, tu vois, et deux joueurs dans les demi-espaces, tout ça. Les deux ailiers qui rentrent dans le demi-espace, les deux latéraux qui montent. Parfois, c'est plus ou moins ça qu'il y avait avec le Bayern de Flick d'ailleurs, mais il avait des latéraux peut-être un peu plus offensifs. Là, Koundé, peut-être un petit peu moins. Donc Koundé légèrement plus bas. Lamine, des fois il rentre dans l'axe, un peu plus ici dans ce demi-espace. Ça dépend du match, mais la plupart du temps quand même il aime bien déborder avec un Fermin ici. Et donc quelque chose un petit peu d'asymétrique, hein, comme ça. Je pense qu'en termes d'animation, on sera plutôt comme ça. Voilà pour mon 11, voilà pour mon avant-match. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez voir Lewandowski sur le banc? Est-ce que vous préférez voir Olmo? Même si Olmo, on sait qu'il est un peu fragile. Voilà, physiquement, c'est compliqué pour lui d'enchaîner. Est-ce qu'il faut mettre d'autres défenseurs? On sait que oui, il y a Ronald qui n'a pas joué depuis quelques temps. Est-ce que c'est le moment de mettre Ronald? Sachant que j'ai bien précisé pourquoi mon choix de ne pas mettre Ronald, c'est que on a une équipe de la Real Sociedad qui presse énormément très haut et qui est très forte dans ce pressing là, presque aussi forte que le Barça. Donc avoir une équipe en face qui presse très bien et un défenseur comme Ronald qui est un peu trop lent et qui est pas forcément précis dans les sorties de balles, on connaît un petit peu tous ses points faibles, je trouve pas que ça soit idéal. Même si ça avait été une autre équipe, je vous aurais dit oui, on met Ronald, on fait souffler Koubarsi sans problème. Là franchement je suis un peu moins chaud.
tout simplement. Voilà, on se retrouve donc dimanche, les amis, demain, jour off, tranquillement. On se retrouve dimanche pour l'avant-match, je serai en live 1 heure avant le match comme d'habitude, et puis après pour le débrief comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.